La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous est présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon-Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite. Jeudi 9 mai. Aujourd'hui à l'émission, on va parler d'un sujet très important pour les adolescents. À la fin du secondaire, eh bien, il y a le bal de finissant, mais il y a des précautions à prendre. Ensuite, on débute l'émission avec ces petites bestioles qui nous rendent un grand service dans la nature et qu'on ne remercie peut-être pas assez souvent. Bienvenue à Studio Libre. En 2024, l'environnement, c'est important, on le sait tous. Et les pollinisateurs, qu'on pense aux abeilles, et il y en a beaucoup d'autres d'ailleurs, on va le découvrir un peu plus tard, mais c'est important, et c'est important de leur laisser de la place pour qu'ils puissent faire leur travail de pollinisation. On va en discuter avec Louise Tremblay, chef de service au département de la transition écologique à la ville de Gatineau. Bonjour, Mme Tremblay. Bonjour, merci. Bonjour. Et on parlait d'abeilles d'abord, on va y revenir. Parce que je veux savoir qu'est-ce que ça fait une chef de service au département de la transition écologique de Gatineau. Le titre est long, mais qu'est-ce que ça fait comme métier dans le concret? Qu'est-ce que ça fait pas, hein? On a plusieurs mandats dans mon équipe à la transition écologique. Je vous dirais qu'on développe énormément de plans. Là, vous en aurez peut-être entendu parler. On a le fameux plan climat à la ville de Gatineau qui vise plusieurs objectifs de réduction des gaz à effet de serre, d'augmentation de la résilience aussi face au changement climatique. On a également le plan de gestion de l'eau qui est sous ma gouverne. J'ai aussi la foresterie urbaine, donc tout ce qui est plantation d'arbres, donation d'arbres également. Okay. Donc, les citoyens peuvent venir se chercher des arbres une fois par année. On regarde également la biodiversité ces temps-ci. Donc, il y a une diversité d'activités, de projets au sein de mon équipe actuellement. Puis là, c'est le printemps, donc on a un paquet d'éléments qui sont sortis, le défi pissenlit, le règlement sur les pesticides au mois d'avril. L'arrosage, j'imagine aussi. L'arrosage, toutes ces belles choses-là c'est le printemps, on en a beaucoup sur nos assiettes en ce moment, mais ça, en général, là, c'est un peu ça que je fais. Je gère une équipe qui sont très passionnés par les sujets environnementaux dans tous ces domaines-là. Revenons maintenant aux fameux pollinisateurs. Le sujet du jour, parce que on se rend pas compte nécessairement de tout ce que les abeilles, c'est le pollinisateur numéro 1, si je peux dire, mais il y a d'autres pollinisateurs qui sont quand même peut-être un peu moins connus. Les autres pollinisateurs principaux, si on peut dire, c'est quoi? Bien, en fait, je dirais les papillons en sont un. Oui, n'importe quel insecte qui vole et qui butine de fleur en fleur va aider à la pollinisation. Fait que vous pouvez imaginer, là, si vous voyez un insecte qui est dans une fleur et qui se promène, c'en est un pollinisateur. Le vent peut être considéré comme un pollinisateur même, étant donné qu'il va arriver, il va soulever le pollen, puis ça va aider à contribuer. On y pense pas, le là. pissenlit notamment, là, on le voit. Là, voilà. Oui, exactement. Donc, on y pense pas, mais le vent, il est là, peu importe, là, mais les pollinisateurs, les insectes, entre autres, c'est ceux qu'on a besoin d'aider en ce moment. On parle beaucoup des abeilles parce que la population des abeilles est en déclin. Mais effectivement, là, il y a toute une catégorie d'insectes pollinisateurs qui nous aident à polliniser nos plantes et nos fleurs et nos arbres et tout ça. Là. Notamment, on pense aux arbres fruitiers qui vont nous donner nos fruits s'il n'y avait pas de pollinisateurs. Le vent en fait un petit peu, mais il fait pas toute la job, effectivement. Donc, quand on parle de pollen, il y a beaucoup, on le regarde puis on le déteste. Je me souviens, dans les années 80-90, on y allait avec gros coups de Roundup sur les fameux pissenlits, pourtant qui sont une fleur
comme une autre, comme une tulipe ou d'autres choses qu'on voit sortir au printemps. Pourquoi le pissenlit se mal-aimé? Ben, je pense que c'est un peu culturel, hein, c'est devenu dans l'imaginaire des gens que c'est devenu une mauvaise herbe qui est très persistante. Mais je pense que vous l'avez bien dit, des initiatives comme le défi pissenlit visent à changer cette perception-là que le pissenlit est une mauvaise herbe et qu'on veut s'en débarrasser à tout prix parce que ça va se répandre partout. Parce qu'en réalité, c'est vrai que c'est une fleur, c'est une des premières fleurs qui sort après l'hiver. Donc, c'est vraiment la première nourriture des abeilles, en fait, quand ça sort. Donc, l'importance de la laisser là, la pissenlit, une fois que le printemps arrive, est très grande pour aider pour donner un coup de pouce à nos pollinisateurs. Donc, c'est un petit peu ça le défi pissenlit que la Ville de Gatineau a décidé de relever cette année pour encourager justement, montrer l'exemplarité, encourager la population de Gatineau à... Oui, les pissenlits, on sait qu'ils sont mal aimés, là, mais cette année, on vous encourage à relever le défi de les laisser là pour laisser le temps aux abeilles de s'alimenter là, après l'hiver. Quand on revoit des pissenlits au courant de la saison refleurir, est-ce que ça fait le même travail pour les pollinisateurs qui continuent un peu leur... Exactement. Donc, on devrait laisser le pissenlit un peu faire son travail. Oui. Donc, on le coupe quand, le pissenlit? Quand est-ce qu'il ne fait plus son travail, justement? Quand il commence à devenir... vous savez, quand il commence à faire des comme de petites mousses blanches, là, vous pouvez l'enlever à ce moment-là. Vous pouvez le laisser fleurir, puis l'enlever une fois qu'il a cessé sa floraison. Mais vous savez, vous pouvez aussi, ceux qui n'aiment vraiment pas les pissenlits, mais qui veulent quand même aider les pollinisateurs, peuvent planter d'autres fleurs. Il y a toute une gamme de fleurs que les gens peuvent planter. Recommandation de planter des fleurs du Québec, par exemple. Ils vont être plus tolérantes à notre climat, vont demander moins d'eau, moins d'entretien. Vous pouvez facilement planter des plates-bandes j'appelle ça des plates-bandes de pollinisateurs avec des belles fleurs du Québec qui vont venir jouer un rôle similaire aux pissenlits pour ceux qui n'aiment pas les pissenlits ou qui simplement n'ont pas de cour arrière puis qui n'en ont pas des fleurs. Je pense notamment aux tulipes. J'en avais sur un terrain à une certaine époque qui sortait, et ça sort pratiquement là, au début de la saison, un petit peu après les pissenlits. Et je toujours trouvé que c'était une très, très, très belle fleur. Et puis, ma copine de l'époque me disait « Ah, passe la tondeuse dedans. » Non, absolument pas. Et ce que je faisais, c'est que je les prenais, je les cueillais et je les amenais au bureau. Je travaillais dans une usine à l'époque. Et puis, ça faisait une décoration sur le bureau de ma patronne. Donc, un petit peu une pierre deux coups. Un petit peu faire mon têteux un peu. Mais c'est vraiment très beau. J'ai toujours aimé cette fleur-là et qui va résister quand même assez longtemps là, si on la laisse sur notre terrain. Oui. Et ce qu'il y a de beau avec la tulipe, c'est qu'on la laisse là et ça se reproduit d'année en année. Ça revient. Donc, c'est une plante un peu... comme moi, de paresseux. Il y en a d'autres, j'imagine. Oui, il y en a plein. Des fleurs, moi, j'en plante chez moi. J'ai une plate-bande avec plusieurs sortes de fleurs qui vraiment vont mourir à l'automne puis vont revenir au printemps. J'ai pas besoin de toucher beaucoup, là. Ça se trouve relativement facilement en magasin. Mais d'ailleurs, la Ville de Gatineau a une initiative de donation de semences qui va arriver dans la semaine des pollinisateurs au mois de juin, donc du 17 au 23 juin. Les Gatinois peuvent se procurer des petits sachets de semences de fleurs indigènes, j'imagine? Oui, qui sont pour les pollinisateurs et des fleurs du Québec. Là. Donc, c'est des petits sachets de semences. Puis, il y a des instructions là, sur comment s'en occuper et tout ça, qui sont disponibles dans les centres de services de Gatineau. Et aussi, on parle de ce fait même d'herbicyclage. Donc, quand on a laissé faire nos pollinisateurs, les pissenlits sont devenus pour couper, eh bien, on peut ne pas ramasser le gazon. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je le sais parce que ça fait plus de 30 ans que je fais de l'herbicyclage. Ce l'était pas à l'époque. C'était quelque chose de nouveau qui arrivait. Parce que, faut le dire, mon père a vendu des tondeuses pendant plus de 40 ans. Et on a reçu cette nouvelle machine-là qui faisait... c'était sur le dessus marqué, je m'en souviens toujours, il l'a d'ailleurs toujours cette tondeuse-là, Recycler. Donc, c'était du recyclage et moi, ça me permettait de ne pas me mettre le nez dans les coupures de gazon et ainsi éviter beaucoup d'allergies.
Donc, on le faisait par simple but d'essayer la méthode. Et honnêtement, je peux vous dire, c'est rendu très, très, très facile de le laisser là. C'est même plus facile que de le ramasser, vraiment. Exactement. Puis la ville de Gatineau pratique l'herbicyclage aussi. C'est quelque chose qui, quand on laisse le gazon là, se déposer sur votre terrain, finalement, ça contribue au compost. Et effectivement, ça contribue à nourrir le gazon sans avoir besoin de recourir aux pesticides, par exemple, ou aux engrais chimiques qui peuvent nuire aux pollinisateurs et aux autres insectes et aux autres biodiversités, finalement, parce que le but du défi Pissenlit, c'est vraiment d'encourager la biodiversité. Mais aussi, ça peut aider à conserver l'humidité. Donc, ça peut réduire le besoin d'arrosage, réduire l'utilisation de l'eau potable. Ben oui. Quand on a fait tout ça, est-ce qu'on peut aider encore aux pollinisateurs? Si on en fait une bonne partie, puis comme je disais un peu aussi, laisser son gazon pousser, ça nous sauve une semaine ou deux de coupe de tondeuse. C'est ça. Donc, est-ce qu'on peut faire d'autres choses pour aider les pollinisateurs? J'imagine éviter d'utiliser des fertilisants chimiques, malgré qu'ils sont interdits par la plupart des villes. Oui, exactement. Dans le fond, on a parlé de planter des fleurs, on a parlé de retarder la tonte. Je dirais les autres choses qu'on peut faire pour aider les pollinisateurs, c'est vraiment de ne pas utiliser des pesticides. Vous avez raison, les pesticides sont maintenant interdits à Gatineau. On a adopté le règlement sur l'interdiction des pesticides, la vente et l'épandage le 16 avril dernier. Ceci, il y a quand même d'autres pesticides, des biopesticides là, qui vont quand même rester autorisés, des pesticides maison et tout ça. Mais si faites une fleur au pollinisateur, puis laissez les fleurs pousser sur votre terrain. Vous pouvez aussi, les gens peuvent aussi mettre en place ce qu'on appelle des pelouses alternatives. Oui. Donc ça va être des types de pelouses qui parfois, je pense entre autres au trèfle blanc, qui va faire des belles petites fleurs. Ça, c'est super pour les pollinisateurs. Et ça pousse pas haut. Et ça pousse pas haut. Fait que, tantôt, vous parliez d'être paresseux. Voilà, le trèfle blanc requiert moins d'entretien qu'un gazon. Moins d'eau, j'imagine aussi. Moins d'eau, moins d'engrais, moins de pesticides, etc. Donc, ça favorise les pollinisateurs. Donc, ça, c'est une autre action qu'on peut faire dans notre cours pour aider la biodiversité. Autrement, c'est vraiment ça, c'est vraiment d'aménager votre pelouse de façon plus écologique, d'aménager vos fleurs, vos plates-bandes de sorte à aider les pollinisateurs. Éviter d'utiliser les produits chimiques, laisser les fleurs pousser, puis les pollinisateurs. Avoir une variété aussi, j'imagine. Avoir une variété, tout à fait. Oui, les fleurs absolument. qui viennent en floraison tout au long de l'été, parce qu'ils ont besoin de se nourrir tout au long de l'été. C'est pas juste une question de semaine. C'est pas juste au printemps. Non, c'est ça. Absolument. Donc, merci encore une fois, Louise Tremblay, chef de service au département de la transition écologique à Gatineau. Mon Dieu, je l'ai eu encore une fois. C'est un titre qui est tellement long et qui est très difficile à se souvenir dans les bons mots, dans les bonnes ordres. Merci beaucoup encore une fois d'avoir été avec nous. Et longue vie aux pollinisateurs. Mais Quand arrive la fin des classes, et bien évidemment, on reçoit son bulletin, on voit si on a passé notre année, on se prépare à l'année d'ensuite. Mais pour une certaine catégorie d'étudiants, eh bien, c'est le bal définissant. Et on va en parler d'une autre manière, alors que certains choisissent leurs habits ou leurs robes, eh bien, il y en a d'autres qui pensent plus à l'après-bal. Et c'est là que ça peut causer problème. On en parle avec Chantal Vallerand, directrice générale de Jeunesse sans drogue. Bonjour, Madame Vallerand, bienvenue à l'émission. Bonjour. Bonjour. Quand arrivent les bals d'étudiants, eh bien, on le sait que ça va probablement arriver et qu'il y en a qui vont abuser un peu trop de l'alcool et aussi de la drogue. Comment est-ce qu'on peut faire pour outiller, de un, les jeunes et de deux, les parents, à bien en discuter? Merci de me poser cette question-là. On sait qu'un jeune sur deux au Canada, habituellement, lors des bals de finissant, vont boire de façon excessive.
Donc, c'est beaucoup. Et on veut préparer nos jeunes de la meilleure façon possible. On veut qu'il y ait un bal dont ils vont se souvenir, justement, qu'il y ait des bons souvenirs. Alors, amorcer le dialogue avant, c'est la clé pour justement peut-être commencer à aborder quelles sont les balises, quelles sont les attentes par rapport aux parents. Et dans un contexte où, oui, l'abstinence est une des options, mais comme je dis, c'est un sur deux ados s'attendent à prendre une consommation excessive, ben c'est le temps d'en parler avant, justement, pour s'assurer que le moins de risques sont pris. Évidemment. Quand on parle aussi, ça m'est vraiment fait tomber en bas de la chaise, quand on parle de l'âge de l'introduction de l'alcool et du cannabis, en moyenne, au Canada, on parle de 13 ans pour l'alcool et de 14 ans pour le cannabis. On se dit c'est tôt, mais on se dit aussi, quand ils arrivent en secondaire 5 à 16, 17, 18 ans, eh bien, ils ont déjà quelques années d'expérience, si je peux mettre ça en guillemets, avec l'alcool et ou le cannabis. Donc, ils se sentent peut-être un peu plus invincibles face à cette substance. Effectivement. Puis il faut aussi savoir que à cette statistique-là s'ajoute que 90% des gens qui souffrent de dépendance à l'âge adulte ont commencé à consommer à l'adolescence. D'où l'importance de vraiment normaliser cette conversation-là, d'amorcer le dialogue en toute authenticité, en toute curiosité. On dit pas aux parents qu'il faut faire des sermons, loin de là, parce que on sait que ça fonctionne pas. Mais vraiment, approcher nos jeunes, puis parler, par exemple, de mélange de consommation. Sur notre site web, on fait un webinaire aussi, un webinaire qui va expliquer les dangers par rapport à ça. Mais si un jeune va décider, par exemple, de mélanger le cannabis et l'alcool, même l'ordre dans lequel il va prendre les substances peut avoir différents effets sur le corps, sur le cerveau, comment le corps va absorber les substances. Ah oui. Donc, qu'on puisse parler de ça en toute ouverture pour que les jeunes puissent faire des choix informés lors du bal. Justement, vous parliez de webinaire qui va avoir lieu, je pense que c'est le 15 mai prochain, si je ne me trompe pas. Effectivement, oui. Les parents peuvent venir, c'est un webinaire gratuit, ça va se faire sur l'heure du midi. Les parents peuvent venir sur notre site web à Jeunesse sans drogue pour s'inscrire et on va parler de trucs pratiques justement sur, peut-être qu'il y a des parents qui savent pas vraiment comment commencer la conversation. On va partager des trucs sur comment commencer cette conversation-là. On va partager des statistiques sur la consommation sur les jeunes pour que les parents se sentent plus à l'aise, mieux outillés pour justement avoir une bonne conversation. Et avoir une bonne conversation avec son adolescent, parfois ça peut être difficile. Bon, on le sait, on a des sujets délicats, on parle de sexualité aussi. Et donc, comment on fait pour commencer la discussion? Souvent, si on arrive en disant en sermon ou de genre « il faut qu'on se parle », c'est pas la bonne approche pour avoir un impact, j'imagine, sur les adolescents. Mais on dit aux parents, premièrement, quand on veut normaliser cette conversation-là, c'est justement de ne pas dire, en tout cas, samedi soir à 7h, il faut se parler, là, on a une grande conversation. Des fois, ça peut se faire de façon spontanée, mais demander, aussi bête que ça, demander à l'ado, « Hey, ton bal s'en vient, puis, tu sais, j'ai quelques inquiétudes par rapport à ce qui pourrait se passer. Est-ce que c'est un bon moment pour en parler? » Donc, il se sent pas pris en embuscade, il est capable d'accueillir cette conversation-là. Puis peut-être que l'ado va dire, ben non, là, ça m'adonne pas, mais de pas lâcher le morceau puis dire, OK, pas de problème, mais sache que d'ici les prochains jours, j'aimerais ça qu'on puisse en parler. Puis peut-être ouvrir la conversation justement avec la statistique qu'on disait. J'ai appris que l'âge moyen d'initiation à l'alcool est 13 ans au Canada puis 14 ans. Est-ce que ça te surprend? Puis de juste commencer à parler de cette conversation-là de façon ouverte avec son ado pour savoir qu'est-ce qu'il en pense. Puis après ça, de peut-être partager un peu ses inquiétudes par rapport à par rapport à la consommation qui est probable pendant le bal, puis oui. De parler des attentes de son ado. Qu'est-ce que tu as hâte de ton bal? Qu'est-ce que tu aimerais te souvenir de ton bal? Puis de pouvoir en parler justement, de rentrer la consommation dans la même conversation que on va aller t'acheter un habit puis une robe, par exemple. Quand on voit les histoires qui en sortent, et à chaque année, on a malheureusement des jeunes qui se retrouvent dans des mauvaises postures, même qui ne survivent pas à cette après-balle-là. Souvent, c'est l'après-balle parce que le bal en tant que tel est surveillé un peu plus. Mais qu'est-ce qui arrive, justement? Est-ce qu'on peut se servir de ces exemples-là pour dire...
Mais regarde, il y en a qui ne sont pas passés au travers, qui se pensaient peut-être un peu plus fort que la substance, et voilà. Je dirais oui et non, ça dépend de son ado. Chaque parent va savoir comment approcher son ado peut-être de la meilleure façon. Mais parfois, les ados, le cerveau ne se développe pas jusqu'à l'âge de 25 ans complètement. Et la prise de risque, la conscience, le jugement par rapport au risque fait partie de cette partie de cerveau-là qui se développe pas vers l'âge de 25 ans. Donc, de dire que c'est arrivé à quelqu'un d'autre, fort probablement que l'ado va dire « mais ça m'arrivera pas à moi ». Donc, être capable de peut-être de partager ces exemples-là, mais d'y aller vraiment même dans le plus pratico-théorique, de dire, est-ce que tu sais qu'est-ce que ça fait si tu prends de l'alcool avant de prendre du cannabis? Comment ton corps va réagir? Est-ce que tu sais comment ça fait si l'inverse? Est-ce que tu sais si tu fais certains mélanges, comment ton corps peut réagir? Est-ce que tu sais c'est quoi les limites de consommation pour limiter justement les effets que ton corps a? Puis comment ton corps peut envoyer des signaux pour te dire là, on va ralentir un petit peu là parce que ça va pas, j'en prends trop, pour éviter une intoxication. De parler à son jeune aussi, est-ce que tu savais que tu peux t'intoxiquer à l'alcool? Ça arrive, ça. Puis comment tu penses que ça peut arriver? Donc, de partager plus des évidences et des faits, comme je dis, pour qu'ils puissent prendre des décisions informées pour eux, pour s'assurer justement d'avoir un environnement sécuritaire auprès d'eux durant le bal, après le bal. Puis même avant bal, on parlait de l'après-bal, oui, mais il y a l'avant-bal dans le sens où peut-être que les jeunes se disent « on peut pas boire au bal », fait qu'on on va en profiter à l'avant-bal, puis on va prendre quelques consommations là, de pouvoir parler de tout ça, là. Quelles sont les attentes? Qu'est-ce que tu veux faire pendant ton bal? Qu'est-ce que tu veux te rappeler de ton bal? Oui. Il y a certains parents qui vont dire, ben nous, on a introduit nos ados en consommant avec eux d'alcool en petite quantité. Est-ce que c'est une, j'allais dire, bonne manière, là, ça c'est entre très gros guillemets, là, d'introduire tranquillement, pas vite, parce qu'on sait qu'inévitablement, à un moment donné, il va y avoir une certaine tentation. Est-ce qu'on peut y aller comme ça en tant que parent? Bien, ce que je peux vous dire, c'est ce que les études démontrent, parce qu'on travaille avec des psychologues, des pédopsychologues, des psychiatres, des pédiatres. Et ce que les études nous démontrent, entre autres, Dr. Abby Goldstein de l'Université de Toronto a fait des études justement sur des contextes familiales où est-ce que les parents permettaient une consommation à la maison en se disant, ben ils sont sous mon toit, je vais être là, je vais pouvoir surveiller, si ça dérape, je serai là. Et en continuité dans le temps, quand on va voir ces enfants-là plus tard, ça l'a pas fait des buveurs plus responsables que les enfants qui n'ont pas été surveillés dans un contexte familial. C'est beaucoup plus dans un contexte où on parle, on échange, on fait part de nos inquiétudes, que là, il va y avoir une meilleure prise de conscience, mais ce que les études ont démontré, c'est qu'on ne responsabilise pas nécessairement mieux son jeune si on permet une consommation à la maison, puis même que dans certains cas, ça fait que c'est une normalisation de la consommation, puis que les jeunes sont moins sur leur garde, en fait. Oui, effectivement. Mais est-ce qu'on peut enseigner aussi aux jeunes, dire, bon, si tu consommes, ben, il y a certaines limites, apprendre à connaître son corps un peu pour savoir qu'à un moment donné, il y a une limite à ne pas dépasser. Comment est-ce qu'on peut gérer ça? Parce qu'on sait que la tentation est là. Oui, mais être capable de justement parler de c'est quoi le guide à travers notre webinaire et notre site web aussi, là, mais on parle de c'est quoi une consommation qui est pas excessive, comment on fait pour limiter le bon truc de on prend une boisson alcoolisée, on prend un verre d'eau, on mange avant, on prend pas de boisson avec un estomac vide, être capable, on ne mélange pas, puis on explique bien pourquoi c'est important de pas mélanger des substances, puis quel impact que ça peut avoir. Donc, vraiment approcher avec notre jeune nos connaissances ou même à la limite, justement, le fait qu'on connaît pas tout puis qu'on peut aller explorer ça ensemble, mais de bien l'outiller justement pour que le jeune soit en mesure de mieux comprendre comment son corps interagit avec ces substances-là, puis de prendre des décisions éclairées, mais aussi d'avertir ses parents. Parce que avoir la conversation aussi, c'est de dire tu peux m'appeler n'importe quand, oui. Je vais aller te chercher, même s'il y a un conducteur désigné, être capable de vraiment pouvoir établir cette relation-là de confiance. Et il peut y avoir, dans ces fameux après ou même avant-balles-là, des gens qui sont mal intentionnés et qui peuvent insérer d'autres substances dans un verre d'alcool.
Est-ce qu'on doit en parler, justement, à ces On doit adultes? absolument parler. Oui, il y a une incidence, malheureusement, plus élevée dans des occasions comme ça où est-ce que il va y avoir quelque chose qui va être mélangé à un verre. Puis il faut se rendre compte aussi que habituellement on pense tout le temps verre de boisson alcoolique, mais non. Ça peut être mélangé dans un verre d'eau, ça peut être mélangé dans un. Puis c'est inodore le GHB. Puis c'est aussi il y a un petit goût amer, mais je veux dire À peine détectable. À peine détectable. Donc, de dire à son jeune de toujours surveiller leur verre, de ne jamais accepter quelque chose qui a pas été versé devant eux, qui a été mixé avant, puis juste de les conscientiser que ça arrive. Et dans l'optique aussi, se sentent pas bien, justement, de faire appel à quelqu'un. Qu'est-ce qui arrive si tout à coup tu te sens pas bien, tu as pris une consommation, tu te sens pas bien, puis de pouvoir faire des hypothèses puis travailler des scénarios ensemble pour dire je vais avoir une personne responsable, je t'appelle, puis que justement il y ait quand même un scénario qui a été travaillé avant, que si ça arrive, ils savent quoi faire. Puis aussi partager avec notre jeune que dans l'optique aussi, ils sont témoins de ça. Eux, ils seront pas. Il y a une loi qui fait que c'est la loi du bon samaritain, que si quelqu'un vient en aide à quelqu'un qui est en surdose ou intoxiqué là, à un point où est-ce qu'ils sont plus conscients, ça les mettra pas dans le trouble. Je pense qu'il y a plusieurs jeunes qui parfois ont peur de oui, mais là, ça va m'impliquer. Puis là, la loi du bon samaritain fait que non, il y a pas d'action qui peut revenir contre eux. Donc, de pouvoir partager ça avec eux aussi en amont des célébrations. Directrice générale de Jeunesse sans drogue, et merci beaucoup de nous avoir parlé parce que c'est très important en tant que parent ou en tant que beau-parent dans mon cas, eh bien, c'est toujours important de savoir comment aborder ces sujets qui peuvent être délicats. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette édition du jeudi 9 mai de Studio Libre. J'aimerais remercier mes invités d'aujourd'hui, Chantal Vallerand et Louise Tremblay, et vous rappeler que nos émissions sont disponibles sur notre chaîne YouTube et on a aussi notre page Facebook qui est très active pour des nouvelles un peu plus au quotidien. La semaine prochaine, une série d'émissions spéciales élection du 9 juin ici à Gatineau. On rencontre les candidats et donc on se revoit la semaine prochaine pour un autre Studio Libre. La télévision communautaire de la Basse-Lièvre a pour mission de produire et diffuser des émissions de télévision communautaire pour, par et avec la communauté. Cette émission vous a été présentée grâce au soutien financier de nos partenaires. La 25e édition du Salon du patrimoine de l'Outaouais vous invite le samedi 18 mai 2024 à l'église Notre-Dame de Bon Secours à Montebello. De 9h30 à 16h, un carrefour d'événements et une grande célébration du patrimoine vous attendent au cœur de la petite nation. L'entrée est gratuite.